Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et Jeune Akawele continue les prises de contact avec les services de santé dont il a en charge. Il était à Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et de Tchologo, où il a visité plusieurs structures sanitaires. La RTI a organisé sur le vendredi dernier la première édition du RTI Business Night, une rencontre avec les partenaires et annonceurs pour sceller l'engagement du média de service public à renforcer la démarche qualité et satisfaire davantage ses partenaires. Et puis l'opposition nigérienne a annoncé hier samedi avoir suspendu sa participation faute de consensus avec les représentants du gouvernement à la révision du code électoral qu'elle conteste fortement. Il y a 4 articles sur lesquels l'opposition et le gouvernement n'ont pas trouvé de consensus. Le magazine de ce dimanche 4 novembre va être consacré au fonds programme électricité pour tous. Notre invité est M. Cissé Sabati, directeur général de l'énergie. M. Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous allons nous retrouver dans quelques instants pour les échanges. Vous restez avec nous, nous vous le disions dans nos titres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et Jeune Akawele continue les prises de contact avec les services de santé dont il a en charge. Il était à Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, où il a visité plusieurs structures sanitaires. Il a écouté les préoccupations des malades et a également échangé avec le personnel. Abdul Kader Godogo Guédouman de RTI Boaké. Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Le ministre Eugène Akawele visite différentes structures sanitaires. Première étape, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Visite de l'école et échange avec le personnel et les étudiants. Les acquis, mais surtout les points à améliorer sont au centre de la rencontre. Après l'INFAS, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique va se rendre successivement à l'Institut d'hygiène, dans une PMI, au CHR, au SAMU et enfin au Centre régional de transfusion sanguine de Korogo. Personnel médical, parents de patients, un temps a été accordé à tous pour écouter et comprendre leurs préoccupations. Une visite qui s'est achevée nuitamment et qui a été une occasion pour le premier responsable de la santé de demander à son personnel qui projette une grève de toujours donner une chance au dialogue. Depuis Korogo, chef-lieu de la région du Poro, je demande fraternellement aux syndicalistes de ne pas mettre à exécution ce mot d'ordre de grève. Permettez que les textes en préparation, nous puissions les présenter à son Excellence le Premier ministre. C'est ça qu'on demande. Je voudrais qu'en toute responsabilité, l'accord de santé nous accorde, nous donne un peu de chance. Voyez-vous, ces problèmes existent depuis longtemps. Ce n'est pas en 3 mois que le ministre Akawele peut tout régler. C'est le message que je souhaite que vous transmettiez. Après Korogo, Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, se rendra dans d'autres régions, avec toujours le même objectif, un service sanitaire ivoirien performant. Et toujours en santé, la Fondation Tsunamit en action mène des actions de sensibilisation auprès des populations contre le cancer. Elle a organisé un dîner gala de bienfaisance en vue de collecter des fonds pour la prise en charge des malades. Frédéric Oulaï, Sèche-Colia. Aujourd'hui, le cancer en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 14 000 nouveaux cas chaque année, avec autour de 10 000 décès par an. Ces chiffres inquiétants montrent que le cancer du sein et du col de l'utérus continue de faire des victimes. Lutter ensemble pour freiner ces pathologies, c'est tout le sens de ce dîner gala de bienfaisance de la Fondation Tsunamit en action. Depuis 5 ans, le taux de diagnostic tardif a quand même baissé de 10 à 15%. Et si cette action continue dans le temps, nous espérons avoir des résultats proches de l'Europe dans les 10-15 années à venir. Plusieurs facteurs de risque sont à l'origine du développement du cancer chez les femmes, entre autres la consommation d'aliments gras, l'excès d'alcool et de tabac.
Ce dîner gala de bienfaisance de la Fondation des femmes Shunamite en action vise à mobiliser des fonds pour financer le traitement des malades. Le fléau ne peut pas être éradiqué malheureusement, mais les dispositions peuvent être prises pour l'éviter. Hygiène de vie, examen régulier à travers la mammographie ou le frottis. L'une des actions de la Fondation Femmes Shunamite en Action a été d'aller vers ces femmes. Aller vers ces femmes à travers ce que nous avons appelé des journées roses. Parce que nous voulons voir la vie en rose et notre slogan le dit, non à la mort, oui à la vie. Partenaires religieux et financiers s'engagent à accompagner cette initiative en faveur des personnes malades. Cette maladie, de près comme de loin, a touché un membre de notre famille. Et pour moi, la lutte doit se faire de façon commune. Nous devons tous mettre nos moyens physiques, nos moyens financiers pour pouvoir aider la recherche à lutter contre cette maladie. À travers cette chaîne de solidarité, la Fondation Shunamite en Action espère mobiliser 5 millions de francs CFA. Le cancer du sein peut être soigné et guéri à 95% si le mal est vite détecté, selon les explications du professeur Adoubi Innocent. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Lishi Bakayoko, a visité cette semaine 3 pouponnières. La pouponnière de Dabo, celle de Yopougon et celle d'Adjamé. Objectif s'enquérir de la pleine mesure des réalités de ces centres qui abritent des enfants abandonnés et en situation de handicap. Astou Touré. Bakayoko Li Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en pleine communion avec les poupons de Dabo. Ce centre accueille plus de 90 pensionnaires, dont 39 filles et 52 garçons âgés d'1 à 33 ans. Tous rejetés par leurs géniteurs après la naissance, dans des conditions difficiles et dramatiques, selon la directrice de ce centre. Ce sont ces êtres fragiles, socialement diminués, qui n'ont pas choisi leur état, que la pouponnière de Dabo a la noble mission d'accueillir et à qui elle doit assurer un épanouissement adapté à travers une prise en charge psychosociale, affective et cognitive. Créée en 1950, la pouponnière de Dabo s'est spécialisée depuis 2015 comme un centre pour enfants abandonnés vivant avec un ou plusieurs handicaps. Cependant, elle a subi l'usure du temps et la réadapter est une priorité selon la numéro 1 de ce centre. Tout changement de ce genre induit inéluctablement une adaptation des locaux, du matériel, un renforcement constant des capacités du personnel de prise en charge. Il faut réorienter la prise en charge de ces enfants vers leur autonomisation à travers des activités de formation. De Dabo à Abidjan, les difficultés rencontrées dans les pouponnières sont pratiquement les mêmes. Vétusté des centres, insuffisance des locaux et du personnel d'encadrement, insertion socio-professionnelle des pensionnaires, des maturités. Sur toutes ces questions, la ministre rassure. J'ai vu des enfants heureux, ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont été abandonnés par la communauté, mais qui ont retrouvé la joie de vivre grâce aux mamans substituts, grâce aux papas substituts. Et j'ai pris aussi la pleine mesure des difficultés auxquelles il faut apporter des solutions. Je m'engage à les présenter au Premier ministre et je sais que des solutions seront apportées. Une remise de kits bébés a également marqué ces différentes visites. Rappelons que la Côte d'Ivoire compte 4 pouponnières publiques et des centres privés. Astou Touré, deuxième grand titre de cette édition. La RTI a organisé le vendredi dernier la première édition de RTI Business Night, une rencontre avec les partenaires et annonceurs pour sceller l'engagement du média de service public à renforcer la démarche qualité et satisfaire davantage ses partenaires. Franck Quadio. Une fois de communication, le crédit de communication, 15 millions. Prix du meilleur annonceur 2017. Les meilleurs annonceurs sponsoring, et ce, par chaîne, en tout plus d'une dizaine de distinctions. Une soirée pour célébrer le partenariat gagnant-gagnant établi entre la RTI Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne et les entreprises partenaires. La première édition de RTI Business Night, celle donc une nouvelle dynamique, celle de l'engagement du média de service public à répondre aux attentes et exigences de l'environnement concurrentiel. Une réorientation expliquée par le directeur général, car la RTI célébrait
simplement le partenariat avec les annonceurs, mais pour la première fois, l'entreprise distingue les meilleurs d'entre eux. Toute une symbolique. Je souhaite vraiment que cette relation soit plus vivante parce que nous avons vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec vous et tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire grâce à vous. Et donc il s'agissait pour nous à travers ce changement, ce rebranding, de signifier le fait que nous souhaitons en tout cas passer un cap dans la relation d'affaires avec vous. Nous souhaitons que ce partenariat aille plus loin, au service bien entendu de vos intérêts, au service du développement de la RTI. Servir les intérêts des différents partenaires, la RTI dispose selon son premier responsable d'arguments solides pour installer durablement cette relation. Par exemple, l'entreprise occupe en Côte d'Ivoire la première place en programme grand public et en nombre d'auditeurs. De plus, RTI Mobile a plus de 45% de téléchargements par rapport à 2017 et RTI Distribution en pleine croissance. Des annonceurs distingués fiers donc de faire partie de l'aventure. Je tiens à dire merci à la RTI pour ce prix que nous recevons ce soir pour la première édition des awards des annonceurs sur la RTI. C'est un honneur d'être distingué meilleure agence ce soir, donc l'émotion est grande et bravo pour la suite. RTI Business Night sera donc un rendez-vous annuel pour susciter une saine émulation entre annonceurs du groupe RTI. Autre information dans cette édition, le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires dans le cadre des départs volontaires à la retraite prévu dans la loi de programmation militaire a procédé à la formation de ses futurs personnels sur le rôle de conseiller en reconversion de militaires. Une formation qui a pour but de les familiariser à la connaissance et à la culture militaire. Abou Sanogo. Le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires forme ses futurs personnels sur le rôle de conseil en reconversion des militaires. Et pour accompagner cette nouvelle structure, ce personnel qui n'a aucune connaissance militaire a été instruit sur le fondement de la défense nationale, l'organisation et les missions des forces armées, les devoirs et les droits des militaires et gendarmes et les exigences de la formation militaire. Le colonel Boadi Jérôme, chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, a axé son exposé sur la législation sur la conversion professionnelle des militaires et le rôle de conseil en reconversion des militaires afin de donner des éléments nécessaires à la compréhension des aspects juridiques du dispositif de la reconversion des militaires. Nous avons senti un grand intérêt. Ils nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de dévouement, beaucoup d'engouement. Nous sommes donc rassurés. Nous pensons que cela augure de bonnes perspectives pour la mise en place du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires pour le bonheur de nos concitoyens. Cette séance, qui a pour but de familiariser ces futurs personnels du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires à la connaissance et à la culture militaire, s'inscrit dans le cadre des départs volontaires à la retraite prévue dans la loi de programmation militaire. Abou Sanogo, rendons-nous maintenant dans la région de l'Indénié Djouablin où les routes sont en cours de traitement depuis une semaine. Ce sont 860 km de routes en terre qui seront reprofilés dans la région en vue de faciliter le déplacement des populations mais aussi d'assurer l'écoulement des produits agricoles. Kwasi Mamadou. Voici un aperçu du nouveau visage de la route reliant Abengourou à Bétier dans la région de l'Indénié Djouablin. Cet axe autrefois impraticable a retrouvé un meilleur visage il y a seulement quelques jours. La route là, c'était vraiment gâté, surtout les côtes là. Nous les femmes là, on se lève, on pousse les voitures pour pouvoir faire monter. Donc maintenant, dans 2 jours là, ils ont commencé à faire la route là. Franchement, ça nous plaît. Si chaque 3 mois on refaufilait, au moins c'était bon. Mais il faut des années avant de refaufiler. C'est ce qui fait que la voie est vraiment endommagée. C'est impraticable. Quand on monte dans le camion, on a peur. On ne sait pas si on va arriver. Les travaux de réfection de cette route internationale marquent le lancement officiel de reprofilage lourd de 860 km de route en terre de la région de l'Indénié-Djouablin. Ces travaux qui vont durer 5 mois comportent quelques caractéristiques. La première opération va consister à dégager. C'est ce qui a commencé. Après le dégagement, il va s'en suivre le reprofilage avec un compactage pour vous permettre d'avoir une voie bien solidifiée. Et tout ce qui sera constitué comme point faible seront traités après que l'ouverture et le reprofilage aient été achevés. D'où la joie des transporteurs et des populations qui pourront désormais écouler facilement leur production agricole. Représentant le ministre Pascal Kwaku Abinan, président du conseil régional d'Indénié-Djouablin,
Abdoulaye Tano a au nom des populations exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui a facilité la réalisation de ce projet. Il a fait la promesse ferme de faire bitumer l'axe routier à Bengourou, à Boisseau, via Bétier, et ce serait chose faite. Je voudrais inviter l'ensemble des usagers de la route, les transporteurs et surtout les utilisateurs des engins à deux roues, nos frères, nos enfants, à la prudence. Le préfet des régions, Fadi Ouattara, a au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, invité les entreprises en charge des travaux au respect des cahiers de charges. C'est la période de récolte, nous sommes à la traite. Nos produits de café cacao doivent être évacués dans de très bonnes conditions vers Abengourou et Abidjan. Donc les entrepreneurs, je vous invite à exécuter conformément au cahier de charges que vous avez, au marché que vous avez, d'exécuter les travaux comme il se doit. Je voulais également inviter la population, les cadres, les élus, les transporteurs à nous signaler toute défaillance. Pour la région de l'Indéné-Djuablé, ce sont 800 km qui seront traités. Et ce projet s'inscrit dans le cadre du vaste projet national de reprofilage lourd de 40 000 km de routes en terre pour un montant de 87 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Fonds d'entretien routier, FER. Le ministère de la Ville a organisé pendant 3 jours un séminaire sur ses appropriations, des attributions et missions. Au terme de ces jours de réflexion, plusieurs recommandations ont été adoptées. Il s'agit entre autres de la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Nous allons retrouver une fois de plus Kwasi Mamadou. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire sera dotée d'une politique de la ville. C'est ce qui ressort des 3 jours de réflexion tenus à Yamoussoukro, qui ont réuni les cadres et les experts de la ville. Ces travaux ont permis de définir 7 missions propres au ministère de la Ville et 17 compétences qu'il partage avec les autres acteurs. Au nombre de ces décisions, il y a les stratégies et les moyens de financement des villes de Côte d'Ivoire, la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme et la réglementation en matière de développement urbain constituent également des préoccupations de ce ministère afin de mettre fin au désordre urbain. Nous pouvons à présent consolider notre feuille de route à travers la formulation participative de la politique de la ville en Côte d'Ivoire. Instrument de gouvernance de première importance qui régira notre action et qui devra apporter des réponses durables, concertées et novatrices qui détermineront le nouvel ordre urbain de notre pays. C'est une tâche exaltante qui nous attend et nous n'avons pas droit à l'erreur. Les recommandations qui sont ressorties du rapport général que nous avons validé constitueront le catalyseur de notre feuille de route. Cette feuille de route devra être rigoureuse et flexible en même temps. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a également rassuré de la détermination de son ministère à relever tous les défis et à marquer l'histoire des villes ivoiriennes d'un saut nouveau de réformes efficientes. Il faut rappeler que 5 communications ont marqué ces 3 jours de travaux. À travers ce séminaire, le ministère de la Ville veut s'approprier ses attributions et ses missions. Il s'agit également de clarifier les compétences spécifiques du ministère de la Ville et celles conjointes des autres ministères. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décidé de faire réviser le Code de l'environnement en vigueur depuis 1996. Pendant 2 jours, les experts de la question ont planché sur la composition et le fonctionnement de cet outil, le Code de l'environnement. Franck Quadio. Un atelier de validation des TDR sur la révision du Code de l'environnement s'est ouvert à Abidjan. Il était question de réfléchir sur la composition et le fonctionnement d'un comité de pilotage, comité qui va assurer l'encadrement approprié au travail de révision du Code de l'environnement. Le professeur Joseph Sekaseka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, invite les parties prenantes à s'investir dans la révision du Code de l'environnement pour faire face aux défis actuels et à venir. Avec les mutations planétaires très rapides qui impactent gravement les questions environnementales et de développement durable, il convient de renforcer notre arsenal juridique pour permettre à notre pays de faire face à toute catastrophe de quelque nature fût-elle. C'est à cette tâche, mesdames, messieurs, que vous êtes conviés à vous investir chacun. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour mission
faire la mise en œuvre et le suivi de la politique gouvernementale en matière de protection de l'environnement et du développement durable en Côte d'Ivoire. Cette volonté de mener à bien la mission qui lui est dévolue a clairement été exprimée lors de la COP 21 de Paris sur le climat. Cap à présent sur San Pedro où les autorités de la ville ont lancé l'opération Grand Ménage. L'opération a eu lieu au Grand Marché de San Pedro, un choix stratégique selon les autorités qui veulent amener les commerçants à rendre le marché propre et plus fréquentable. Sam Konan. Nous sommes au Grand Marché de San Pedro. Chaque matin, Dame Ouedraogo Ramatou balaie devant son magasin avant de l'ouvrir aux clients. Je balaie. C'est pour rendre mon coin propre, pour moi-même ma santé, et pour mes clients. Le coin qui est devant nous là, ça sent très fort. Si le camion rentre dedans, mais on ne peut pas s'asseoir ici. Malheureusement, peu de commerçants font comme Dame Ouedraogo Ramatou, ce qui a rendu le marché sale. L'insalubrité au Grand Marché de San Pedro, une préoccupation pour les autorités locales. L'opération Grand Ménage de ce premier samedi du mois de novembre a été consacré à ce marché. À l'aide de balais, de dabas, de pioches, de râteaux, de pelles et de brouettes, des volontaires sont venus appuyer les autorités pour curer les caniveaux, balayer et nettoyer les voies d'accès. Afin de préserver cette culture de propriété de son environnement, le secrétaire général des préfectures s'est rendu dans le marché pour sensibiliser les commerçants. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une opération Grand Ménage dans le marché. Vous savez, oui. Mais malheureusement, on ne vous a pas vu. Les déchets et tout ce qu'on fait comme dégâts au niveau des ordures constitue un frein à la bonne santé. Donc le marché doit être tenu propre. Et cela dépend de vous d'abord. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous sensibiliser. Mais il va arriver un moment où nous allons passer à la phase de répression. Parce que nous n'allons pas laisser le désordre s'installer encore plus. Nous le savons tous que toute la ville est réunie au sein du marché et toutes les nourritures et les consommations viennent du marché. Donc c'est tout à fait normal que cet endroit-là, le lancement en termes de la salubrité, de la propriété, voilà, commence par là. Et nous continuerons en tout cas de sensibiliser nos commerçants, de sensibiliser en tout cas tous ceux qui sont autour de nous, de rendre leur environnement propre. Et ça y va de la santé. Et la direction régionale de l'assainissement et de la salubrité et l'Agence nationale de gestion des déchets mettront le cap sur le quartier cité pour l'opération Grand Ménage de décembre prochain. Le directeur du Jardin botanique de Nancy en France a effectué une visite ici en Côte d'Ivoire pour aider au développement du Jardin botanique de Bingerville, notamment sur la conservation des espèces végétales et aussi sur la recherche. Patricia Omouetia. La visite de travail et de coopération du directeur du Jardin botanique de Nancy en France s'articule autour de deux axes. Comment aider à la sauvegarde de la flore rare du jardin et voir comment le Jardin botanique de Bingerville pourrait intégrer les vastes réseaux mondiaux des jardins botaniques dans le monde qui comptent environ 2500 jardins. On a des plantes de Côte d'Ivoire, on n'en a pas beaucoup pour l'instant, mais on a des plantes qu'on retrouve par exemple à Bingerville que nous avons également à Nancy. On a les deux, on a à la fois des plantes pour la préservation. Alors pour l'instant, on n'a pas de plantes rares encore de la Côte d'Ivoire, mais c'est tout l'objet de la coopération, c'est de voir comment les deux jardins botaniques, entre Bingerville et Nancy, on va pouvoir aider à la sauvegarde de la flore rare et protégée de Côte d'Ivoire, et puis également peut-être faire des programmes de coopération pour que les enfants en Côte d'Ivoire et les enfants à Nancy apprennent sur des bases communes la préservation de l'environnement. Au Jardin botanique de Bingerville, ce sont 350 espèces ligneuses que l'on peut découvrir sur une superficie de 56 hectares. Les activités principales du jardin sont basées sur la conservation et la modernisation. L'inventaire des plantes du Jardin botanique de Bingerville est en cours et avec cette coopération avec le Jardin botanique Jean-Marie Pette de Nancy, un appui technique et financier est nécessaire. La décennie de crise que nous avons connue a mis le jardin un peu en retard et donc nous allons nous axer sur plusieurs points tels que la conservation, la modernisation du jardin même et puis la participation à l'écotourisme aussi parce qu'il faut dire que de plus en plus nous recevons des visiteurs qui sont des touristes pour nous.
Au thème des échanges, le directeur général du jardin botanique Jean-Marie Pette de Nancy a visité le jardin botanique de Bingerville. Il a manifesté un intérêt permanent des plantes de nos régions pour s'associer et mettre en œuvre un partenariat efficace. Patricia Omouetia, le Festival international de théâtre d'Abidjan a démarré le mardi dernier et durant 5 jours, il a réuni sur plusieurs scènes du district d'Abidjan amoureux des planches de plusieurs pays africains. Théâtre et développement durable en substance était la thématique explorée. Franck Wadio. Dans les rues de Trècheville, un spectacle à grandeur nature. La 8e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan a ouvert ses portes. Une édition marquée par une approche didactique, partie du constat de l'inexpérience de la majorité des troupes théâtrales locales. Nous avons souvent des compagnies qui ne sont pas vraiment structurées, ne savent pas comment coordonner les choses. Donc le FITA a réfléchi là-dessus. Donc nous avons fait venir des partenaires, des formateurs pour former la jeunesse et les jeunes compagnies. La compagnie Siamois Expression et plusieurs amoureux du théâtre de toute la sous-région veulent ainsi apporter leur pierre à l'édifice. Les difficultés du théâtre en Afrique sont les mêmes. Le théâtre aujourd'hui se porte comme dans tous les pays où il y a le délaissement étatique, donc ça fait que ça souffre en Guinée un peu, mais on tient debout. Parce qu'au Bénin, à un moment donné, il y a eu un vide entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et de plus en plus, la nouvelle génération en ce moment essaye, vaille que vaille, de faire porter ce théâtre vers les populations. Les récits classiques, c'est bien, mais se rapprocher davantage des préoccupations des populations, c'est encore mieux. Une démarche empruntée et vulgarisée par acteurs et participants. Le théâtre se met, le théâtre ne se met pas. C'est la jeune génération qui est tellement pressée. C'est parce que les gens sont tellement stressés qu'ils ne veulent plus s'asseoir dans une salle, écouter des textes, les textes émotionnels. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc c'est de juste ajouter un peu de grain d'humour pour que cette population-là, ce public-là qui vient nous regarder, se ressente dedans. Le théâtre, le conte, les arts de la scène donc de plus en plus sur le retour, de bon augure pour les prochaines échéances. Et cela fait 50 ans que la Guinée équatoriale a accédé à l'indépendance. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie commémorative de ce cinquantenaire s'est déroulée le vendredi 2 novembre. Laurence Acho, Walter Amadou Ouattara. Hymne national, toast, coupure de gâteau, ce sont là les moments forts marquant les festivités du cinquantenaire de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale. Placée sous le sceau de la paix et de la liberté, cette cérémonie commémorative a vu la participation d'ambassadeurs d'autres pays, de personnalités ivoiriennes et de la communauté équato-guinéenne vivant en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur équato-guinéen a mis un point d'honneur sur les relations existantes entre sa patrie et la Côte d'Ivoire. Au niveau des relations diplomatiques et consulaires entre la République de Guinée équatoriale et la République de Côte d'Ivoire, nos deux pays ont mis en place des intentions d'accord cadre de coopération économique, technique et culturelle et la signature de la création d'une grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Ces accords seront bientôt matérialisés au cours de la visite d'État du président Obiangema Mbasogo à son homologue Alassane Ouattara. La Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire sont positionnés dans le Conseil des Nations pour leurs élections depuis le mois de janvier de cette année en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant les pays africains pour la période 2018-2019. Ce qui met en évidence de plus en plus les liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays en vue de renforcer la coopération sud-sud entre les deux gouvernements. La Guinée équatoriale a accédé à l'indépendance le 12 octobre 1968. Ces 50 années d'indépendance ont été célébrées cette semaine à Abidjan. La Guinée équatoriale, qui a pour président actuel Théodore Obiang Nguema Mbasogo, était une province espagnole. Ce pays a adopté la langue française depuis 1997 comme deuxième langue officielle de travail et le portugais depuis 2011. Ils sont plus de 200 équato-guinéens vivant sur le sol ivoirien.
Autre titre de cette édition, l'opposition nigérienne a annoncé hier samedi avoir suspendu sa participation faute de consensus avec les représentants du gouvernement à la révision du code électoral qu'elle conteste fortement. Il y a 4 articles sur lesquels opposition et gouvernement n'ont pas trouvé de consensus. Entre autres, il y a l'article 8 qui disqualifie pour une élection toute personne ayant été condamnée à 1 an de prison au moins. L'opposition veut que ce soit 3 ans. Et il y a l'article relatif à la composition de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le magazine de ce dimanche 4 novembre va être consacré au fonds programme électricité pour tous. Notre invité est M. Cissé Sabati, directeur général de l'énergie. M. Cissé, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Nadia Ega et Jean-Jacques Kwame Ala. D'ici 2020, 1 million de foyers non électrifiés seront raccordés à l'électricité. Cela grâce au programme Électricité pour tous PEPT lancé en 2014 par le gouvernement. Les études réalisées en vue de vulgariser ce programme ont révélé la nécessité d'adapter le cadre institutionnel et réglementaire par la création d'un fonds pour le financement du PEPT. C'est l'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement de ce fonds qui a été adoptée le 24 octobre dernier en Conseil des ministres, ainsi que la loi de ratification. Objectif, faciliter l'accès des populations à l'électricité par l'assouplissement des formalités d'accès et des modalités de paiement du coût des raccordements. À cet effet, les ménages éligibles pourront acquérir les kits de connexion à 1 000 francs CFA au lieu de 150 000 francs CFA. Le programme va s'étendre sur une durée de 3 ans pour les mieux nantis et 10 ans pour les populations à faible revenu. Soutenu par les partenaires internationaux tels que l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque ouest-africaine de développement, ce projet social d'électrification est estimé à 272 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, c'est un devoir de permettre à chaque citoyen d'accéder à l'électricité. La Côte d'Ivoire est autosuffisante en électricité et exporte de l'énergie dans la sous-région depuis 1994. Le pays dispose d'une puissance en énergie de 1632 MW pour une consommation de 1150 MW, de quoi faire face à l'accroissement évalué à 60 MW qui va induire le programme électricité pour tous, PEPT. Allez, merci à vous, Jean-Jacques Kwame Ala. Monsieur Cissé, le fonds programme électricité est estimé à combien? Merci beaucoup, Monsieur Assa, de nous donner l'occasion donc de parler du programme Électricité pour tous, qui est un programme initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire et voulu par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Alors, le fonds va porter sur un financement total de 197 milliards de francs CFA. Et le besoin annuel donc, pour le roulement du fonds s'élève à environ 30 milliards de francs CFA. Très bien. Alors, tout à l'heure, dans l'élément de Nadia Ega et Jean-Jacques Kwame Ala, on a dit la participation de l'Union européenne, de la BAD, des bailleurs de fonds, mais la Côte d'Ivoire à sa part. Est-ce qu'il y a des privés, des financiers privés qui interviennent? Alors, merci. De ces bailleurs de fonds. Donc, cette question me donne l'occasion de dire comment est-ce que les ressources du fonds de quoi sont constituées les ressources du fonds PEPT. Les ressources sont donc essentiellement composées donc, de dotations de l'État. Donc, le fonds est financé principalement par l'État de Côte d'Ivoire et qui reçoit donc l'appui de ses bailleurs, de ses partenaires techniques, de ses partenaires de développement, que sont donc la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Donc principalement, c'est l'État de Côte d'Ivoire donc, qui finance donc, le fonds PEPT. Très bien. Alors ce fonds va consister à quoi? Alors le fonds PEPT vient donc permettre de faire la mise en œuvre du programme Électricité pour tous. Très bien. Le programme Électricité pour tous, en abrégé PEPT, est un programme, comme je le disais tantôt, à l'initiative donc du gouvernement, est voulu par M. Alassane Ouattara, président de la République, qui, à travers ce programme, a voulu faire en sorte que faire la promotion de l'équité sociale. Donc, faire en sorte que les populations vivant en zone rurale
bénéficient des services de l'électricité au même titre que celles vivant dans les zones urbaines. Et donc, le fonds PEPT vient financer les opérations de raccordement, branchement, abonnement à l'électricité, donc principalement en zone rurale. Sinon, les zones de couverture du fonds PEPT, c'est l'ensemble du territoire national. Très bien. Alors, quelles sont les zones qui sont concernées? Vous parlez de zones rurales, est-ce que c'est toute l'étendue du territoire ivoirien qui est concernée? Voilà, toute l'étendue du territoire ivoirien est concernée donc, par l'opération, mais il faut préciser que l'opération concerne donc les populations économiquement faibles, c'est-à-dire celles qui demanderont une puissance souscrite n'excédant pas 1,1 kVA, c'est-à-dire 5 ampères. Voilà. Donc, ce sont ces populations qui sont éligibles. Tout à fait. Ces populations sont celles qui sont éligibles donc, au programme PEPT. Voilà. Alors, le président de la République a demandé, a souhaité, il a voulu et il veut que là où il y a au moins 500 habitants, qu'il y ait de l'électricité. Bien, merci. Oui. Est-ce que ce programme, c'est par rapport à ce programme qu'est lancé ce fonds qui démarre bientôt, ou voilà. Comment nous atteindre cela? Merci, M. Sassa. Là, vous me donnez l'occasion donc de parler du premier programme qui était donc le programme national d'électrification rurale, en abrégé le PRONER. Et donc qui a été adopté en Conseil des ministres en juillet 2013 à Korogo, c'était à Korogo d'ailleurs. Et à travers le PRONER, les instructions du président de la République sont d'électrifier toutes les localités qui ont au moins 500 habitants à l'horizon 2019. Toutes les localités qui ont au moins 500 habitants pour fin 2019 et l'ensemble des localités du pays avant 2025. Aujourd'hui, le PRONER, donc, il a été lancé en 2013. Les chiffres que nous enregistrons aujourd'hui sont éloquents. J'aimerais donc vous indiquer qu'en 2011, la Côte d'Ivoire comptait 33% de taux de couverture. Le taux de couverture, c'est le nombre de localités électrifiées par rapport au nombre total de localités. Ça, c'est 2011. Ça, c'est 2011. Et nous sommes en 2018. À fin 2017, ce taux a été porté à 54%, soit un ajout de 1600 localités aux 2800 localités électrifiées que comptait la Côte d'Ivoire en 2011. Donc, le programme Électricité pour tous, le PEPT, vient en complément du PRONER qui, lui, a permis d'envoyer l'électricité jusque dans les localités. Et le PEPT permet, cette fois-ci, de prendre l'électricité dans les rues d'une localité pour l'envoyer au domicile d'un ménage. Vous voyez que c'est deux programmes qui vont ensemble, qui ont été initiés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Deux programmes qui se complètent. Donc, à partir des rues où il y a un poteau électrique, on prend l'électricité jusqu'au domicile des individus. Mais là, dans le reportage, on nous a parlé de Jean-Jacques Kwame et Nadia Ega nous ont parlé de 3 ans, la durée est 10 ans. Comment est-ce que cela va se faire? Alors, voyez-vous, le PEPT est né également du constat que le gouvernement a fait sur le terrain. C'est qu'avec le PRONER, donc l'électrification rurale des localités, on a fait le constat que plusieurs ménages restaient cependant sans électricité à domicile. À domicile. Et cela, dans les rues, il y a de l'électricité. Mais à domicile, il n'y a pas d'électricité. Il n'y en a pas. Et cela, la raison, les enquêtes que nous avons menées, nous avons noté que la raison, c'était pour des raisons économiques. Le coût de branchement, donc qui n'était pas à la portée, donc estimé à combien? Estimé en moyenne à 150 000 francs CFA, n'était pas à la portée de ces populations à revenus faibles. C'est ainsi donc que le PEPT vient donner une solution à ce problème. Et comment est-ce que cela va se faire de façon pratique? Le ménage désireux de bénéficier des services d'électricité paye 1 000 francs pour souscrire à l'opération. Et la réalisation du branchement, abonnement, installation intérieure est exécutée et le reliquat donc, des 150 000 est payé sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. De 3 ans à 10 ans.
Voilà. Mais si les populations ont l'opportunité de payer d'avance, d'éponger ce crédit, est-ce que cela est possible? Bien entendu, cette possibilité est également offerte. Si une année donnée, donc le ménage ou bien la population qui bénéficie de ça a les moyens donc de solder son compte, cette possibilité est également offerte. Et comment ça se fait? Ça va être sur des factures, les factures d'électricité? Voilà, donc le remboursement se fait chaque fois que le ménage achète de l'énergie. Sur sa facture, sur son reçu, il y a deux composantes. Il y a la composante donc énergie et puis il y a la composante remboursement donc de l'investissement. De sorte que le ménage ou bien le chef de famille puisse lui-même suivre à travers les tickets d'achat d'énergie, suivre l'évolution de son compte de remboursement de l'investissement initial. Très bien, M. Cissé. Est-ce que vous avez commencé déjà la sensibilisation des populations? Voilà, et puis il y a quelque chose à payer. Vous avez dit, ça va être 1000 francs, ça peut être 2000, c'est selon, ça peut être aussi de la volonté du consommateur. La sensibilisation surtout des populations. Oui, la sensibilisation, elle va véritablement démarrer donc, dès l'instant où le texte de création du fonds donc, a été pris par le gouvernement. Et nous avons préparé le plan de communication donc, pour cette sensibilisation-là. Mais j'aimerais vous dire que la population, une bonne partie de la population est tout de même informée donc, du programme, dans la mesure où son lancement a été fait il y a quand même un bon moment. Nous étions en phase pilote. Et la phase pilote donc, nous a permis de noter des points donc, à améliorer sur lesquels nous avons travaillé. Et puis donc, la sensibilisation va intégrer la prise en compte donc, de tous ces points-là, de sorte qu'on puisse démarrer véritablement le programme début 2019. Début 2019. Vous êtes déjà rendu dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Alors, quel mécanisme avez-vous mis ou entendez-vous mettre en place pour éviter les abus de part et d'autre? Ça peut venir des populations, ça peut venir aussi de l'opérateur. Tout à fait. Alors, cette question donc, me donne l'occasion de revenir à nouveau donc, sur l'ordonnance qui a été prise. L'ordonnance qui crée le fonds PEPT crée au sein donc, du fonds deux organes, les organes de gouvernance du fonds. Il y a deux organes, il y a le comité de gestion et il y a un comité technique. Le comité de gestion, donc, est l'organe qui pilote, qui décide, et avec le comité technique, il s'assure du bon déroulement donc, de la mise en œuvre donc, de l'opération. J'aimerais vous dire que le comité de gestion est un comité donc, multisectoriel. Plusieurs ministères sont représentés au sein de ce comité et nous sommes allés, même le gouvernement est allé plus loin. Le gouvernement a insisté pour y faire représenter l'association des consommateurs et puis l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Ces deux entités donc, auront principalement pour rôle de veiller à ce que donc, les bénéficiaires, donc, au respect des droits des bénéficiaires. Tout à fait, parce que l'opération peut s'achever 3 ans après, 10 ans après, et puis les factures peuvent ne pas baisser. Alors, c'était un programme national à portée sociale. Quelle assurance donnez-vous aux populations? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que, premièrement, ce programme donc, est un programme du gouvernement, voulu par le chef de l'État. Et la cible de ce programme, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble du territoire national. Et les bénéficiaires, c'est les ménages donc, qui ont une puissance souscrite n'excédant pas les 5 ampères. Ensuite, il faut tout simplement payer 1000 francs pour accéder au programme. Et puis, on a jusqu'à 10 ans pour payer donc, le reliquat. Et l'assurance que je voudrais également donner aux populations vivant dans les zones non encore électrifiées, parce qu'elles peuvent se sentir en dehors du programme, vu que le PEPT concerne les localités électrifiées, c'est de leur dire qu'elles n'ont pas à s'inquiéter. Ce programme est également le leur, étant donné que le PRONER, le programme d'électrification rurale, suit son cours. Le président a demandé que toutes les localités d'au moins 500 habitants soient électrifiées à fin 2019 et l'ensemble des localités du pays pour avant 2025. Donc, ça veut dire que les populations qui ne sont pas encore connectées aujourd'hui donc le seront avec la mise en place progressive donc, du PRONER.
Donc c'est pour rassurer l'ensemble des populations que c'est notre programme à nous tous. Elles sont rassurées. Est-ce que jusqu'en 2025, on pourra électrifier toute la Côte d'Ivoire? C'est notre ambition et ce sont les instructions du président de la République et tout est mis en œuvre pour que nous puissions réussir ce challenge-là. Vous pouvez y arriver. Le magazine de ce dimanche 4 novembre était consacré au fonds programme électricité pour tous. Notre invité était M. Cissé Sabati, directeur général de l'énergie. Ce magazine et cette édition ont été supervisés par Eva Michel Mambo. Merci à la réalisation, merci aux techniciens et merci à vous de nous avoir suivis et restés avec nous sur RTI1.